Bonjour, Salvatore Malino, la Maison du Whisky. Bienvenue au sein du Golden Promise, notre whisky bar. Nous sommes ici dans la pièce qui regroupe les bouteilles rares, anciennes, limitées. Et ça tombe bien puisque le propos de cette académie en ligne traite justement des vieux blends. Alors les blends, on les regarde un peu de manière condescendante. On préfère toujours parler des single malt. Mais il faut savoir que sans l'art de l'assemblage et de ces blends, il n'y aurait pas d'industrie du whisky florissante, il n'y aurait pas de single malt. La raison d'être d'une distillerie, c'est justement produire avant tout pour des maîtres assembleurs, pour les assemblages. C'était, il n'y a pas si longtemps que ça encore, même si aujourd'hui le blend domine toujours le marché mondial du whisky, au 19e siècle en tout cas, c'était une marque de qualité et le père de l'assemblage, Andrew Osher, qui a mis au point le premier vatting, le premier assemblage en 1853 avec notamment des whiskies de Glenlivet, puisqu'il était agent pour cette distillerie, a œuvré dans le bon sens et dans la légalisation, la validation d'une certaine définition du whisky moderne. Et il fallait avant tout, pour le palais fin, notamment britannique, il fallait proposer des choses hautement qualitatives et assez souples, assez abordables à tous les palais. C'est une industrie florissante, même si à la toute fin du 19e siècle, notamment en 1895, elle est marquée par une crise sans précédent avant la Prohibition, le crash, ce qu'on appelle le crash des frères Pattison. Alors, en fait, en deux mots, les frères Pattison étaient eux-mêmes des assembleurs et étaient très très forts en termes de marketing. Ils avaient mis au point des slogans et des campagnes publicitaires assez extravagantes, notamment avoir acheté 500 perroquets qui étaient comme ça éparpillés chez tous les marchands, les cavistes, et ces perroquets étaient entraînés à dire achetez du whisky Pattison, achetez du whisky Pattison, du bon whisky Pattison. Donc très visuel comme campagne publicitaire, et ils ont tellement bien fait que finalement leur whisky était qualitatif avant tout, et était bien vu, et leur renommée était telle que les banques leur prêtaient sans problème de l'argent et les distilleries leur faisaient confiance, c'est-à-dire qu'elles leur proposaient leur single malt à crédit. Tout va bien jusqu'au moment où, à un moment donné, la crise arrive, c'est-à-dire qu'on consomme moins de whisky. Le problème, c'est que l'argent, lui, il est emprunté, les whiskies, eux, sont en stock, mais on ne vend plus autant. Alors, les pâtisseurs commencent à empiéter sur la qualité du whisky, et bref, c'est un véritable krach boursier en soi. Il faut savoir aussi que les frères Pattison vivaient sur un train de vie complètement extravagant à la mesure de leur campagne publicitaire, et en fait, plusieurs distilleries se sont retrouvées sur la paille, c'est le cas de le dire. Des maisons comme Glenfarclas, comme Glengrant numéro 2, qui est connu aujourd'hui sur Caperdonic, n'ont dû leur salut que par le biais d'hypothèques. Voilà. Mais là n'est pas le sujet de cette académie, donc on va revenir sur ces blends glorieux qui, pour la plupart, ont été embouteillés dans les années 70-80. Alors, on va commencer cette présentation, cette dégustation avec Dewar's. Alors, Dewar's Pure Malt, là on n'est pas à proprement parler sur un blend, on est sur un assemblage certes, mais uniquement de single malt, ce qu'aujourd'hui en Écosse on appellerait les blended malt, la nomenclature a été revisitée. C'est un 12 ans, on est sur un embouteillage des années 70. Alors Dewar's, c'est un des grands noms de l'assemblage, la famille Dewar's est très très connue en Grande-Bretagne et ailleurs dans le monde, moins en France. Il faut savoir que, comme beaucoup, c'était des avant-gardistes en termes de marketing, et surtout grâce à l'esprit d'un des fils, Tommy Dewar's, qui était brillantissime dans l'élaboration des campagnes publicitaires. Il faut savoir par exemple qu'en 1898, il élabore un film, ni plus ni moins un spot publicitaire filmé, ça se passe à New York, pour faire la publicité de son whisky, une grande première. On n'avait jamais fait de spot publicitaire filmé concernant un alcool. On pense aussi par exemple au Waterloo Bridge à Londres, à cette enseigne lumineuse de plus de 20 mètres qui représentait un Highlander qui levait le coude, qui se servait le whisky, qui levait le coude, alors toujours avec cette image du Highlander de chez Dewar's, d'ailleurs une image qu'on retrouve également sur le label, vraiment l'écossais avec tout son apparat et son kilt bien sûr. Donc ce sont des spots comme ça qui ont fait valoir la notoriété à Dewar's et bien évidemment
qualitativement un whisky. On retrouve dedans plusieurs single malt, dont notamment Aberfeldy, Craig et Lackey, qui ont été d'ailleurs des distilleries lancées par cette famille pour alimenter leur blend. Voilà, j'espère que la dégustation vous plaira. Alors, on va poursuivre cette dégustation avec le deuxième whisky. Alors là, on est bel et bien sur un blend, hein, donc je le rappelle, hein, un assemblage de différentes distilleries, différents whiskies, de grains, de blé, de maïs et de malt. Ballantine's. Ballantine's, c'est un grand nom de l'assemblage. Là encore, on parlera de dynastie, de famille. Alors, il faut savoir que George Ballantine a fondé sa première boutique, ni plus ni moins, à l'âge de 19 ans. Hein. Comme précocité, on peut difficilement faire mieux. C'est un 12 ans, et Ballantine's a été justement novateur dans la création d'assemblages utilisant de très vieux whisky, très vieux whisky. Le 12 ans, par exemple, est sorti en 1964, mais auparavant, dans les années 30, ils avaient déjà élaboré un whisky de 17 ans, voire même de 30 ans. C'était pas si commun que ça hein, à l'époque. Et puis, comme dans ces grandes familles, souvent la qualité est récompensée par ce qu'on appelle le Royal Warrant, c'est-à-dire que simplement les maisons royales, alors en l'occurrence pour Ballantine c'était la reine Victoria qui en 1895 attribue ce Royal Warrant, c'est finalement on les adoube, on en fait des fournisseurs officiels de whisky de la cour. Voilà, et aujourd'hui, bon, plus personne on ne présente plus cette bouteille rectangulaire hein, qui est iconique hein, de la maison et c'est l'un des plus grands noms, bien évidemment, appréciés, bu et vendu à travers le monde. Bonne dégustation. On poursuit cette présentation, cette dégustation avec Ambassador. Alors Ambassador, c'est pas une marque très connue, si ce n'est pour le marché américain, car c'est effectivement l'un des assemblages qui a été fait quasi exclusivement, je dirais, pour ce marché. Et la particularité, c'est que les Américains, eux, voulaient des whiskies qui étaient assez légers, plutôt frais, herbacés. D'ailleurs, c'était le slogan de Ambassador, The World's Lightest Whisky, le whisky le plus léger au monde. Mais qui a vraiment connu ses heures de gloire. On est ici sur un embouteillage des années 70. Il faut savoir que c'est une marque qui a disparu maintenant. Hein, et je crois qu'elle a disparu à la toute fin du XXe siècle. Mais on apprécie cependant cette légèreté justement propre à ce whisky. Juste un petit trait historique, les propriétaires, Taylor et Ferguson, en fait, alors ça parlera sans doute aux amateurs des whiskies de Campbelltown, avaient essayé de racheter pour les besoins de l'assemblage toujours une distillerie qui avait fermé naguère, qui s'appelle Glengyle, pardon. Alors Glengyle aujourd'hui existe, mais grâce notamment à une autre grande maison qui est Springbank, qui a ressuscité la distillerie. Mais voilà, déjà ça avait été une première tentative. Voilà, c'est le seul fait dont il se soit démarqué en termes de négociant, si je puis dire. Alors, le quatrième whisky de cette session, BL Gold Label. Alors BL c'est Bullock-Lade, en fait, c'est le nom des propriétaires. Hein. Là on est sur un embouteillage des années 70 pour le marché italien qui était à l'époque très friand hein, des blends et aussi des single malt. Hein. C'était l'un des marchés principaux d'ailleurs en termes de Scotch whisky, un whisky écossais. Bullock-Lade, eh bien, il faut savoir qu'en 1857 c'était les propriétaires de la distillerie Caolilla, hein, ni plus ni moins, qu'ils ont fait vraiment, là encore en termes de marketing et de businessmen très avertis. Ils ont fait faire des travaux conséquents alentour de la distillerie et notamment agrandir le port de Caolilla de manière significative afin de favoriser justement les échanges et les transports maritimes de la distillerie au continent et vice versa, en mainland, hein, comme on dit. Eux aussi ont eu un Royal Warrant. On est cette fois au début du XXe siècle, en 1906. C'est le roi George VI qui leur a donné cette noblesse, on va dire, donc fournisseur de la cour royale. Et puis Elisabeth II, eh bien, elle aura prolongé également ce Royal Warrant. Aujourd'hui, Bullock-Lade n'existe plus non plus, hein, au gré des rachats. Vous savez que les empires du whisky se sont constitués sur des compagnies qui n'ont pas cessé de grandir et de se racheter les unes des autres. Bullock-Lade
a évolué jusqu'au tout début des années 2000. En 2007, la maison n'existait plus. Je vous disais, Caolilla, eh bien justement on va retrouver du Caolilla dans ce whisky. Les amateurs vont tout de suite remarquer cette petite touche de tourbe, ce côté iodé cher à cette distillerie. Bonne dégustation. Alors, on va poursuivre cette dégustation, cette présentation avec le 5e whisky. Alors, est-il vraiment besoin de présenter Johnnie Walker, l'une des marques des bouteilles les plus iconiques, la fameuse bouteille carrée. Là aussi, un indice de l'esprit visionnaire de la famille Walker. Bouteille carrée pour faciliter ni plus ni moins que le transport dans les caisses, on optimisait l'espace. Ici, je vous parle du Johnnie Walker Black, 12 ans. On est sur un embouteillage des années 70. Alors, c'est avec l'étiquette rouge de Johnnie Walker Red, c'est vraiment l'un des embouteillages emblématiques puisqu'il a été créé au tout début du XXe siècle. Il faut savoir, pour la petite histoire, que c'était le whisky, ou en tout cas assurément l'un des whiskies préférés de Sir Winston Churchill. On parle toujours de Churchill et du whisky. Quel était son whisky préféré? Il en buvait pas mal, mais le Johnnie Walker Black avait une place particulière, et tellement particulière que dans l'un de ses tableaux, c'était un de ses hobbies, il aimait peindre, Churchill, qui s'appelle Bottlescape, on pourrait dire ça, le paysage des bouteilles, et ça a été peint dans les années 20, 1920-26 je crois. On retrouve justement une bouteille de Johnnie Walker Black qui est représentée. Un autre grand personnage, alors là ça nous ramène à la sphère whisky, qui adore ses whiskies, il dit d'ailleurs que c'est vraiment son whisky préféré, c'est Charlie McLean. Charlie McLean, grand amateur devant l'éternel et grand historien du whisky, qu'on peut saluer au passage. Et Johnnie Walker, là encore, grande dynastie familiale, plusieurs générations. Ils ont bâti dans la fin du 19e siècle, les années 1890, ni plus ni moins que le plus gros réseau de distribution de whisky de leur temps. C'était encore une fois une grande première à cette époque-là. Bref, tout pour bâtir le nom qu'on connaît aujourd'hui, qui est célèbre depuis maintenant plus d'un siècle. Bonne dégustation. Alors, enfin, on va conclure cette présentation avec le 6e et dernier blend, Checkers. Alors Checkers, là aussi, c'est un nom qui ne parlera pas forcément à tout le monde, si ce n'est aux Américains. On l'a vu pour les embouteillages précédents, c'est un marché qui était assez choyé par les assembleurs, et Checkers est une marque qui est résolument faite, qui était en tout cas à l'origine résolument faite pour ce marché américain. Là aussi, on va retrouver un style assez léger, assez herbacé. Mais finalement, on va dire que ces lettres de noblesse en Europe ont été obtenues grâce à un homme, un Italien. On parlait tout à l'heure beaucoup des embouteillages italiens, d'ailleurs celui-ci aussi est fait pour l'Italie. Monsieur Samaroli, Silvano Samaroli, qui était l'importateur dans les années 60, 1960, 100 ans, de Checkers, et ainsi que d'un autre blend qui avait beaucoup de choses en commun, notamment les distilleries qui servaient à leur élaboration, qui s'appelle Abbott's Choice. Et donc, fin années 60, Samaroli est l'importateur pour le marché italien, évidemment, et deuxième marché de choix, et surtout premier marché de choix pour l'Europe. Et du coup, ici, on est sur un 12 ans, c'est-à-dire qu'on sort de l'assemblage lambda sans âge, mais pour l'Europe, on va y mettre des whiskies plus âgés, et j'aime beaucoup cette version qui est rafraîchissante, mais aussi qui a un petit côté épicé. Voilà, j'espère que vous prendrez plaisir à cette découverte de blend. Bon, certains évidemment vous les connaissez, mais en tout cas pas sous cet aspect-là. Le voyage dans le temps, je dis toujours que le whisky est un très beau moyen de voyager dans l'espace, puisqu'il nous emmène en Écosse à travers un verre, mais aussi dans le temps à travers ces vénérables bouteilles. Merci.